Le karma. Pour certains, c'est une fatalité, pour d'autres, quelque chose auquel on doit échapper dans cette vie. Et peut-être que parfois, le karma est vu comme une condamnation, que ce qu'on a semé nous poursuivra toute une vie, voire plusieurs, qu'on va devoir payer le prix, être puni pour les mauvaises actions, pour le mal qui a été causé ou créé. Mais dans la tradition bouddhiste, il existe une histoire qui vient bousculer radicalement cette idée, qui vient donner de l'espoir et qui vient nous responsabiliser. C'est l'histoire de Milarepa. Milarepa n'a pas commencé sa vie comme un sage ni comme un saint, bien au contraire. Dans sa jeunesse, animé par la colère, la vengeance et la souffrance, il a utilisé des forces obscures et la violence pour se venger de sa famille et ses ennemis. Ces actes ont causé de grandes destructions et même la mort de plusieurs personnes. On pourrait dire alors que puisqu'il a causé beaucoup de mal, beaucoup de tort, son destin était scellé. Et pourtant, un jour, Milarepa réalise l'ampleur de ce qu'il a fait. Il est traversé par un profond remords, une lucidité douloureuse mais sincère. Et c'est à partir de là que quelque chose bascule. Il ne fuit pas ses actes, il ne cherche pas d'excuses, mais il choisit de transformer radicalement sa vie. Il rencontre son maître, Marpa, qui lui impose des épreuves extrêmement dures, physiquement, émotionnellement, spirituellement, personnellement. Tout ceci n'est pas pour le punir, mais pour purifier son esprit, brûler les causes du karma passé. Milarepa persévère. Il médite dans des grottes, parfois pendant des années. Il renonce à la vengeance, à l'ego, à la fuite. Il renonce au blâme, à la fatalité, et il s'achète son propre espoir. À force de discipline, de présence et de sincérité, il s'éveille et devient l'un des plus grands yogis et maîtres spirituels du Tibet. L'histoire de Milarepa nous rappelle une chose essentielle. Le karma n'est pas une fatalité. Tant que nous sommes en vie, il est possible de créer des causes nouvelles et d'en récolter les fruits. Le passé a ses conséquences, oui, c'est inévitable. Mais ce que tu fais maintenant, dans cette vie, cette existence présente, et à chaque instant, peut transformer profondément la trajectoire de ta vie. Bienvenue dans Odyssée de la conscience. Je t'invite dans ce podcast à prendre le chemin retour vers ta nature profonde, en embrassant avec amour ton processus graduel, ascensionnel et libérateur. Ensemble, on plonge au cœur d'une humanité ordinaire et simple. Et de cet espace, on découvre cet océan de conscience silencieux qui vibre en nous tous depuis toujours. Le mouvement Odyssée de la conscience est rythmé de récits d'expériences, d'enseignements spirituels, d'échanges élévateurs, de conseils du cœur et de méditation pour activer en toi une perspective élargie du monde et de ton humanité. Je suis Léa, je marche sur un chemin d'éveil, de vérité et de libération depuis mon enfance et te partage les trésors que je redécouvre pas à pas. J'enseigne la méditation de pleine conscience, la méditation vipassana, le reiki et je suis aussi mentor de vie spirituelle. Respire en conscience, sens ton corps dans ta posture. Accepte ton état d'être tel qu'il est ici et maintenant et ouvre ton cœur à ces mots. Si je te raconte l'histoire de Milarepa, c'est pas pour se dire que je vais faire plein de mal et puis c'est pas grave parce que éventuellement un jour je vais me racheter. Non, non, non. C'est pas non plus pour parler d'un yogi hors du commun ni pour glorifier une ascèse extrême, mais c'est pour rappeler quelque chose de très simple et de très puissant. Le karma n'est pas une fatalité, n'est pas une punition, mais c'est un processus vivant et en constant mouvement, auquel on a accès quelque part moment à moment quand on est en conscience de notre corps et de notre esprit. Il ne s'agit pas ici d'augmenter ou de mettre une sorte de contrôle sur nous-mêmes pour éviter de causer du mal et s'ajouter davantage de pression en étant finalement inauthentique, hypocrite et superficiel, mais d'être en conscience de ce que nous cultivons, nourrissons et émettons de ce qu'on va produire dans le monde avec notre énergie. Et je vais t'expliquer les 3 manières dont on produit dans le monde, et donc de se redonner une forme de responsabilité sur notre vie, sur ce qu'on vit aujourd'hui, sur ce qu'on a créé comme cause dans le passé, et sur comment les causes présentes vont pouvoir créer l'avenir. Finalement, la loi du karma, c'est une loi de création
qui nous invite à être en conscience de ce qu'on va créer. Et dès qu'on est un peu plus en conscience de ce qu'on va créer, eh bien, on peut éventuellement avoir une notion de ce qui va être produit et des répercussions que ça va avoir. Évidemment que si on fait que du mal, si on produit que du mal, que du négatif, que du douloureux, que du méchant, que du mauvais, eh bien, c'est difficile de s'attendre à une vie sereine, harmonieuse et vertueuse. Donc cette loi, elle est hyper logique, et dans l'histoire de Milarepa, on voit qu'il n'a pas effacé son passé et que ça ne se passe pas comme ça. Il a un peu, on va dire, racheté son karma par une droiture intérieure, une dévotion intérieure hors du commun. Ça nous montre vraiment qu'en changeant, transformant la qualité de ce qu'on sème dans chaque instant et dans l'avenir, en fait, à partir de maintenant et dans les moments d'après, eh bien, on est au cœur du karma et on est au cœur de la transformation de l'être, de l'humain, de l'humanité et de ce qu'on va manifester et matérialiser finalement dans notre vie. D'ailleurs, je parle de manifestation parce que c'est un point qui est beaucoup ignoré dans les techniques de manifestation. On met un petit peu de côté le karma, mais pour certains, manifester, ça vient plus vite, c'est plus facile, mais peut-être qu'il y a un facteur karmique qui rend la chose facile pour la personne parce que dans le passé, elle a produit plein de bonnes choses par générosité, par bonté, par service, et que du coup, le fait que les manifestations arrivent de manière fluide et facile, c'est aussi peut-être soutenu par une loi de cause à effet qui rend les choses fluides et faciles. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, et donc tout le monde n'a pas les mêmes cartes en main, parce que tout le monde n'a pas agi de la même manière dans le passé et ne récolte pas les mêmes fruits. Et donc, en fonction de ça, et de retour dans l'instant présent, qu'est-ce qu'on fait, comment on compose, et comment on va faire qu'on va semer des graines de karma positif pour les récolter à un moment donné. Bien évidemment, le karma est très mystique, très mystérieux. On sait ce qu'on produit, ce qu'on sème, ça on en est en conscience, ça on a une sorte de maîtrise, je parle jamais de contrôle parce que c'est une illusion, mais il y a une forme de maîtrise sur ce qu'on va semer. Par contre, ce qui est produit et son timing, en fait, le temps, la manière, le comment, le quoi, etc., il n'y a pas de contrôle là-dessus. On ne peut pas vraiment décider ou contrôler de quelle forme ça va prendre, mais en fonction de ce qu'on a semé, on peut quand même s'attendre à quelque chose. Par exemple, si on plante la graine d'un manguier ou une graine pour faire planter des tomates, c'est sûr que en plantant une graine pour des tomates, on ne s'attend pas à voir pousser des oignons, donc ça semble un petit peu logique. Simplement, dans la loi du karma est tellement mystique, mystérieuse et régie par plein d'aspects dont on ne peut pas avoir conscience à notre niveau, eh bien on ne peut pas s'attendre à quelque chose en particulier, à un temps particulier. L'histoire de Milarepa nous rappelle aussi que le karma se crée pas seulement dans des actes spectaculaires, pas besoin de faire une donation de 100 000 euros pour aider des enfants orphelins, mais justement dans les petits actes quotidiens et ordinaires à répétition, et ça je vais toujours revenir sur la répétition, la pratique, l'application, l'incarnation, et donc mis bout à bout, ces petits actes ils viennent vraiment produire un super grand effet. Et il n'y a pas besoin, encore une fois, de renoncer, de pratiquer l'ascèse, de se retirer du monde, etc. Et que c'est finalement dans les petits actes ordinaires que ça se passe. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que constamment, depuis notre naissance, depuis les vies d'avant, depuis les naissances précédentes, on n'a fait que créer du karma. On est des êtres créateurs. On a cette conscience, cette possibilité de créer. Et donc, dans l'instant, on est à la fois en train de récolter les fruits du karma passé et en même temps en train de semer les prochaines graines. Et donc, à chaque fois, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant dans ta vie, tu as créé quelque chose. Tu as implanté quelque chose, tu as encodé quelque chose en toi, dans l'univers. Et donc, tout ce qui a été encodé, implanté, semé, aura finalement un fruit, aura fait pousser quelque chose, aura une répercussion et un impact. Donc on crée constamment du karma, on est créateur. On retrouve aussi ce concept-là dans les lois de la manifestation ou d'autres lois universelles, où nous sommes les créateurs de notre vie finalement. Et donc dans cette perspective de création de karma, qui aura un effet plus tard, on ne sait pas quand, on ne sait pas exactement comment. J'avais envie de te partager 3 manières très concrètes, qui soient aussi simples et accessibles, de créer du karma
positifs ou négatifs selon la façon dont on les vit, dont on les applique et dont on cultive en fait. Qu'est-ce qu'on va cultiver, comment on va cultiver. Et comme Milarepa, en fait, on se rend compte qu'à chaque instant, on a une opportunité de réorienter nos trajectoires. Milarepa, il nous montre aussi que il a eu ce moment pivot où il a réalisé ses erreurs. Et en fait, la sincérité de la réalisation qu'on a fait du mal, qu'on a causé du tort, c'est déjà un karma positif, c'est déjà quelque chose de très positif. Plutôt que de se mentir à soi-même, de nier, d'être dans la fuite, etc. Donc la sincérité avec laquelle il a basculé de l'autre côté était déjà porteuse d'un bon karma. Et après, il a réorienté sa trajectoire. Et ça nous montre que c'est possible à chaque instant. Et le seul moment où c'est possible, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est pas demain, c'est pas l'année prochaine, c'est pas dans 6 mois. Réorienter sa trajectoire de vie et démarrer de nouvelles habitudes pour créer du karma positif, ça démarre maintenant. D'ailleurs, dans le bouddhisme, on parle beaucoup d'état de conscience. Chez les bouddhistes, il n'y a pas d'enfer en dessous et de paradis au-dessus. Plus tard, après cette vie, avant. En fait, l'enfer et le paradis ne sont ni en dessous ni au-dessus, ce sont des états de conscience qui nous traversent tous. On peut le voir quand on est en colère, quand on est au bout de sa vie, quand rien ne va, quand on part en vrille. Là, on est en enfer. Par contre, quand on est bien, en joie, dans l'extase, qu'on est en paix, qu'on est aligné, là, on est au paradis sur Terre. On a fait ancrer, on a incarné le paradis en nous et sur Terre. Donc l'invitation, là, elle est d'être honnête envers soi-même et d'être dans la compassion. Ce qui compte, c'est vraiment d'être vrai, de reconnaître les zones où toi, qui m'écoutes là, tu peux t'améliorer en tant qu'humain sans prétendre que tout est parfait. En prenant conscience que toi, dès maintenant, dans l'instant présent, au fur et à mesure de ta vie, tu vas vivre des moments d'enfer, des moments de paradis. Et on est là justement pour osciller entre différents états, pour éventuellement, je crois, trouver un centre, trouver cette voie du milieu. Mais l'invitation, en fait, dans cet épisode, elle est d'être vraie, elle est d'être sincère envers toi-même, et justement d'aller travailler ou d'aller entraîner en nous ces espaces où on peut encore aller s'améliorer, où on sent qu'on n'est pas en train de semer des graines positives pour nous, pour les autres, pour le monde, et d'aller vraiment ajuster, améliorer un petit peu ce qu'on produit sur Terre, parce que finalement, on va récolter des fruits correspondants. Et dans cet épisode, je prends aucune posture moralisatrice. Je tiens à le dire, je suis aussi en chemin. C'est un sujet qui me fascine, qui me passionne et que j'ai envie de te partager parce que on est tellement inconscient de ce qu'on produit et après on va se plaindre de ce qu'on récolte. Je dis pas que tout ce qui nous arrive, toutes les épreuves qui nous arrivent sont liées au karma. Je pense qu'il y a tellement de mécaniques enclenchées dans l'instant qu'on peut pas percevoir, donc je prétends pas avoir cette réponse, mais j'essaye de voir là où je peux avoir une sorte de main en fait, d'arbitre et de responsabilité, parce que j'ai conscience de notre potentiel créateur et donc utilisons-le à bon escient. Et pour marcher ce chemin, je vais beaucoup revenir sur la notion de s'entraîner, car pour se responsabiliser dans l'instant et semer du bon karma, il faut s'entraîner. On va devoir s'entraîner parce que certaines qualités, certaines habitudes, certains caractères ne sont pas encore naturels, instinctives, on les a peut-être oubliés, on les a effacés, on les a remplacés parce qu'on a dû survivre et vivre d'une certaine manière qui a fait qu'on a oublié qui on est, ce qu'on est. C'est totalement ok, mais du coup ça va nous demander de changer notre manière de voir les choses, d'opérer dans le monde, et ça va aussi un petit peu nous demander de nager à contre-courant. Donc ça va nous demander d'aller un peu, peut-être pas à l'encontre, hein, l'idée c'est pas de se battre contre nos conditionnements vécus, acquis, passés, mais d'aller créer une nouvelle voie à l'intérieur de nous, d'aller créer des nouveaux chemins qui vont nous être tout simplement que bénéfiques pour cette vie et les suivantes. Donc l'invitation, là aussi, elle est de cultiver pour toi, la compassion dans ce que tu traverses, comment tu le traverses, et une forme d'indulgence sur le chemin, bien que je pense que c'est important d'avoir une certaine aussi exigence envers soi-même. Et je parle beaucoup de la notion de s'écouter quand on dit « je m'écoute ». Mais qu'est-ce qu'on écoute ? Parce que souvent, on croit qu'on s'écoute, mais on écoute une part blessée à l'intérieur de nous. On écoute notre ego, on écoute quelque chose qui est finalement malsain, qui veut prendre le dessus, qui n'est pas très sage.
et qui est un peu automatique et mécanique. Donc je mets toujours un point d'attention dans cette notion d'aller semer du karma positif, qu'est-ce qu'on va écouter à l'intérieur de nous et à partir de quoi on va aller agir et produire. Ça demande un niveau de conscience quand même, une connexion à soi, aux subtilités à l'intérieur, aux énergies subtiles qui nous traversent, parce que avant d'être une pensée nommée par le cerveau d'un langage que l'on connaît, c'est un flux énergétique, c'est une décharge énergétique. Donc c'est quelque chose qui n'a pas de mots, c'est quelque chose qui traverse. Et donc l'idée, c'est d'aller entrer en contact de plus en plus avec la subtilité des énergies qui nous traversent pour pouvoir discerner qu'est-ce qu'on va écouter à l'intérieur de nous. Donc compassion, indulgence sur le chemin, mais exigence parce que parfois nos pulsions, nos élans qui semblent naturels, sont en fait des élans basés, produits par une blessure à l'intérieur, par une part de nous qui est encore guidée par des impuretés. Donc dans le bouddhisme, on a les impuretés de l'avidité, le fait de constamment vouloir quelque chose, et l'impureté de l'aversion, le fait de rejeter les choses et d'avoir de la colère. Donc l'idée, c'est d'aller entrer en lien avec notre intérieur pour cultiver, voilà, qu'est-ce qui me sponsorise, qu'est-ce que j'écoute à l'intérieur de moi, et à partir de quel espace je vais aller produire, créer dans le monde, en sachant que ce que je vais produire va m'être rendu, va m'être redonné d'une certaine manière à un moment donné. Donc petit rappel sur le karma. Karma, en sanskrit, ou kamma, en pali, signifie acte ou action. C'est aussi une notion qui désigne communément le cycle de causes et des conséquences liées même à l'existence des êtres, liées à l'existence dans la matière ou hors matière. Les êtres qui n'ont pas de corps physique, qui ne sont pas incarnés sur Terre, sont aussi soumis, entre guillemets, aux lois du karma. Le karma peut aussi être vu comme la somme de ce qu'un individu a fait, a produit, de ce qu'il est en train de faire ou de ce qu'il fera. Ce n'est pas du tout un concept religieux, bien qu'il ait été développé depuis des milliers d'années en Inde et dans certaines cultures et religions comme l'hindouisme et le bouddhisme. C'est une logique plutôt universelle ou un mécanisme naturel et cosmique. On peut évidemment ne pas du tout y croire. Encore une fois, j'imagine que si tu es là et si tu m'écoutes, c'est que le concept de karma, ou la réalité du karma, si je puis dire, t'appelle, te parle et tu as une curiosité à ce sujet. Ce que j'apprécie dans la loi du karma, c'est que chaque être est donc responsable de son karma, mais on a aussi, si on est incarné dans cette ère, dans cette société, c'est qu'on vit aussi un karma collectif. Donc il y a des causes, des choses qui ont été produites dans le passé, qu'on récolte aujourd'hui, et donc on a été incarné dans cette ère pour apprendre des choses à ce sujet. Comme je le disais tout à l'heure, on peut regarder, mettre une intention sur les causes. Par contre, les conséquences, on ne sait pas si elles vont être immédiates ou lointaines, et on ne sait pas à quoi est-ce qu'elles ressembleront exactement. Donc en ce sens, les causes sont connues, les effets sont imprévisibles et inconnus. On peut que le savoir après coup, une fois que les effets ont été produits. Et donc dans la notion de karma, il y a cette notion de mûrissement, que les actes vont mûrir et produire quelque chose qui aura un effet. On peut regarder comme un effet boomerang par exemple. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que le karma, c'est comme un pilier de manifestation ou un facteur qui joue dans ce qu'on souhaite matérialiser. Et c'est important de garder en tête que si on se souhaite de manifester dans la matière, d'attirer à soi, de vivre, d'avoir, etc., certaines choses, il y a une portion de karma à regarder, il y a une portion de nettoyage karmique à aller investiguer. Dans les 5 remémorations du Bouddha, le Bouddha nous sensibilise justement à cela. Je cite « J'hérite du fruit des actions de mon corps, mes paroles et pensées. C'est la seule chose que je puisse emmener avec moi. » Dans cette notion-là, le Bouddha nous explique que tout ce qu'on va aller créer, les fruits des actions de notre être, on va en hériter quoi qu'il arrive,
Et ça sera transmis, retranscrit, ça perdurera après cette incarnation s'il y a renaissance dans quelconque royaume. Donc là, on prend conscience de la valeur, de la puissance de nos actes. Et en fait, on parle beaucoup d'héritage, mais nos actes, c'est notre héritage aussi. Il y a une grande portée de ce qu'on va hériter de nos propres actes. Et je pense qu'on l'oublie ça très souvent parce qu'on est pris par nos émotions, on est pris par nos automatismes et on oublie qu'on a ce pouvoir à l'intérieur de nous d'aller regarder nos actes et que quoi qu'il arrive, il y aura un impact. Donc le Bouddha, par rapport au karma, ne dit pas tu es condamné par ton passé, mais tu es responsable de ce que tu fais maintenant. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Simplement sache que tu vas hériter de ce que tu vas cultiver. Et ce sera pour toi, et ce sera à toi de gérer ça. Et donc en fait, le karma, c'est une loi de responsabilité vivante. Comment est-ce qu'on peut la travailler? Comment est-ce qu'on peut entrer en lien avec cette loi, en harmonie avec cette loi? Eh bien là, je vais te partager les 3 manières de semer du karma, les 3 manières que tu utilises déjà depuis la nuit des temps, qu'on utilise tous depuis la nuit des temps, en conscience ou pas. L'idée, c'est qu'ici, tu mettes de la conscience, non pas pour te juger, pour te punir, pour te blâmer, mais pour t'améliorer. La première étape, le karma commence dans l'intention. Quand on parle de l'intention, je reprends la remémoration du Bouddha, on parle de l'intention pensée, donc cette énergie, cette force à l'intérieur de nous qui motive l'acte avant même qu'il existe. L'intention est alors un acte, dans le sens de cette force intérieure qui s'anime, qui s'éveille, qui va venir produire. C'est une forme d'action énergétique, c'est comme un coup d'électricité, et ça passe absolument pas inaperçu, ça a une charge karmique. Qu'est-ce qui motive tes actes? Je prends des exemples, un exemple simple dans lesquels je vois les intentions en fait qui viennent. J'aime bien utiliser le mot sponsorisé. J'ai pris les 5 préceptes bouddhistes il y a quelques années, donc, dont un qui nous invite à réfréner le fait de tuer la vie, quelconque créature vivante, notamment les moustiques. Et donc, une fois, je me vois être dans la salle de bain, etc. Je sais plus ce qui se passe, mais je vois un moustique et j'ai senti l'intention de tuer à l'intérieur de moi. Et là, ça m'a vraiment fait réagir à la puissance de l'intention, l'énergie de l'intention, qui pour le coup était face à un moustique hyper violente. Et je me suis dit, cette énergie-là de tuer le moustique parce qu'il me dérange moi, petite Léa, qui est dérangée dans son action, eh bien, il va falloir que je tue cet être vivant pour me libérer et retrouver la paix. Donc là, je parle vraiment de l'intention que j'ai sentie. La pleine conscience m'a rattrapée et je me suis souvenue de mon précepte. C'est là où la pleine conscience, c'est la gardienne. Elle empêche de faire du mal parce que si j'avais tué ce moustique, c'est un karma négatif que je produis pour moi. Je ne sais pas à quoi ça ressemblerait, mais peut-être que si aujourd'hui vous faites tout le temps attaquer par les moustiques, que c'est vraiment une tannée pour vous, peut-être que dans le passé vous avez tué plein de moustiques et que voilà, c'est justement un effet d'un karma passé. Donc moi je fais très attention à ça, pas tuer les êtres vivants et tout. Et en fait cet épisode-là m'a permis de voir l'intention qui naît à l'intérieur. Ça peut être sous forme d'une émotion, d'une pensée, d'une sensation. Et c'est à partir de ça qu'on va aller agir. Ce qui serait venu après, ça aurait été des paroles peut-être, ou des actes, l'acte de tuer. Auquel cas, j'aurais créé pour moi-même du karma négatif. Donc toi, tu peux te poser la question et regarder un petit peu ta journée, ou la semaine passée, ou ton année passée, et te demander qui suis-je quand j'agis, quand je passe à l'action, quand je prends mes décisions, quel est mon état de conscience intérieur avant de passer à l'acte, quelle force me guide. L'intention, dans tout ce qu'on fait, elle a un impact très très fort, même si elle est invisible, elle est subtile, elle est au niveau de l'énergie, c'est pas quelque chose de palpable entre guillemets, mais c'est la base de beaucoup de choses, de beaucoup de souffrances, mais aussi de beaucoup de bénédictions. On peut le voir dans des personnes aussi qui finalement peut-être rayonnent ou ont une bonne énergie. On peut observer que tout ce qu'elles font parte d'une bonne intention, d'une intention pure, d'une vraie générosité, de quelque chose qui n'est pas fabriqué, qui n'est pas superficiel, qui n'est pas forcé. Et même si ces personnes-là, elles vivent pas des choses très faciles ou qu'elles vivent des épreuves difficiles aujourd'hui,
On peut se dire que, vu la pureté de leurs intentions, à un moment donné, la roue va tourner et elle va tourner dans leur sens. Parce que c'est ça aussi le karma, c'est que la roue, elle tourne toujours. Et depuis petite, enfin je sais quand j'étais petite, certaines personnes étaient pas très gentilles avec moi et je me disais toujours, j'ai pas besoin de me venger, la vie s'en chargera. Et en fait, dès enfant, j'avais notion qu'il y avait comme une force, une loi supérieure qui venait remettre les choses à leur place, quoi qu'il arrive, et que j'avais pas besoin d'intervenir, que ça se ferait tout seul. Et bien ça, pour moi, c'était une notion de karma. Et dans cette notion-là, je me disais toujours, même si on t'a fait du mal, même si t'as envie de riposter, eh bien ne le fais pas, reste droite, reste dans ta ligne. Je crois que l'idée, c'est pas nécessairement de remettre une claque à la personne qui nous l'a donnée, mais de rester dans sa moralité à soi, parce que si nous aussi on joue le jeu de la violence, eh bien c'est à nous-mêmes qu'on va créer du mal. Donc comment concrètement, toi, tu peux semer du karma positif par l'intention, par l'esprit, par l'énergie, par la force de vie? Eh bien, tu peux t'entraîner, entraîne-toi à la pleine conscience dans l'instant. Je te promets que ça va tout changer pour toi. Tu vas pouvoir retrouver une forme de maîtrise de ton être et ça demande un peu de temps, un peu d'effort, fréquemment et quotidiennement. Donc, ce que tu peux faire, c'est faire une pause avant d'agir, avant d'envoyer un message quand tu es en colère, avant de répondre, avant de décider. Une respiration, une micro-pause. Est-ce que j'agis depuis la colère, depuis l'animosité, depuis la peur, ou est-ce que j'agis depuis la clarté, depuis la paix, depuis la neutralité? Même si l'action finalement reste la même, si on a quelque chose à dire à quelqu'un qui est inconfortable, etc., ça a une portée complètement différente si on le fait d'un espace de colère, d'animosité, de rancœur, ou si on envoie le même message d'un espace de paix et de calme en fait. Une autre manière aussi de créer, de semer du karma positif, c'est surtout quand on a l'opportunité de faire le mal et qu'on se réfrène. Par exemple, je reprends l'exemple du moustique. J'avais la pleine puissance, j'aurais pu tuer le moustique. J'ai senti l'intention malsaine et impure à l'intérieur de moi et je me suis réfrénée. Et le fait d'avoir la possibilité de mal agir, quand je dis mal agir, hein, c'est de faire du mal à autrui, à soi, par des actes qui seraient néfastes en fait, eh bien le fait de se réfréner quand l'opportunité elle est là, de mal agir, on peut prendre aussi l'exemple de on a une table et tout le monde gossip, hein, tout le monde parle de quelqu'un sur son dos, des jugements, etc. À ce moment-là, notre intention, c'est quoi? Est-ce qu'on a envie d'entrer dans la communication? Et pourquoi? Peut-être pour être accepté, peut-être pour participer, etc. Si on écoute notre intention, si on n'a pas envie de le faire, on peut aussi se réfréner alors qu'on a eu l'opportunité de le faire. Et cet acte de se réfréner, d'aller un peu à l'encontre de l'élan humain qui n'est pas encore naturel, pas clair en fait, eh bien, ça vient nous aider à créer du karma positif. Parce que là, on est dans l'intention finalement de se réfréner, l'intention de se réfréner, de faire du mal, de causer du tort, d'agir par violence, eh bien, ça nous permet de semer aussi du karma positif, c'est très positif. Donc j'en viens à ce point sur comment est-ce qu'on sème du karma positif par l'intention, c'est déjà d'être en conscience de notre intention et de la laisser suivre son cours en passant au reste du processus du mécanisme, ou bien d'en rester là, ou de shifter là l'intention, ou de ne pas y répondre, de laisser l'énergie se transformer. Et enfin, je dirais, semer un max d'intentions positives et bénéfiques pour soi, quand on fait quelque chose qui est bon pour soi, qui est bon pour les autres, que notre intention, donc notre élan intérieur, l'espace à partir duquel on va agir, il est clair, il est pur, il est désintéressé, il est dans la bonne volonté, même si c'est pas parfait, hein, l'idée c'est pas d'être tout le temps lumineux, haute fréquence, etc. Moi j'y crois pas, c'est pas le cas, on fluctue, l'être humain il fluctue, le personnage fluctue, mais d'être à l'écoute de ça, et puis de doser un petit peu nos réactions, ce qu'on va aller produire, et d'aller écouter une part de nous qui est peut-être plus centrée sur son cœur. Donc semer du karma positif par l'intention, ce serait plus d'aller connecter à son cœur, à son fort intérieur et d'aller agir depuis cet espace de compassion, de bonté, de bienveillance, de paix et d'aller cultiver ça aussi à l'intérieur de nous et de ne pas se laisser emporter dans d'autres choses qui nous font du mal. Parce qu'à l'inverse, avec l'intention, en miroir, on vient aussi créer
semer du karma négatif. Toute intention de faire du mal, de blesser, de se venger, une envie malsaine, une intention de nuire, de la lâcheté, une intention d'éviter, l'intention de tuer, de servir son ego. Mais on peut aussi, on a le pouvoir à l'intérieur de nous d'être vigilant et d'en prendre conscience. Et ça permet de faire baisser, en fait, d'abandonner, de lâcher la charge qu'on donne à ces intentions-là, aux intentions néfastes peut-être, et de prendre conscience que si on agit à partir de ça, eh bien la conséquence qui va en découler, ça aura des répercussions sur nous, en fait. Donc, il n'y a aucun intérêt. Et donc, c'est le point de départ aussi de la création de karma positif, c'est d'aller un peu déraciner, déloger ou lâcher la force, débrancher un peu l'intention négative, l'intention malsaine. Toute réaction qu'on a dans le quotidien qui n'est pas régulée de manière automatique et qui vient nourrir quelque chose, une intention douloureuse à l'intérieur de nous, c'est dangereux. Parce que, encore une fois, l'intention est un acte qui aura un effet. L'intention est une cause qui aura un effet. L'intention est une graine qu'on sème qui va germer, qui va grandir, qui va pousser de la manière dont on l'a plantée. Encore une fois, on ne peut pas s'attendre à avoir un poirier si on a planté un manguier. On a ce libre arbitre, ce discernement intérieur. Encore une fois, il s'entraîne, il se cultive pour pouvoir vérifier nos intentions avant de passer à l'étape suivante, parce que l'étape suivante, elle est aussi créatrice de karma. Et j'en viens à la deuxième étape. Et cette deuxième étape est que nous semons des graines de karma positif ou négatif par la parole. Là, je t'invite à écouter peut-être, si ça t'intéresse, le sujet de la parole juste dans l'épisode 7 sur les bienfaits du silence. Les paroles, les mots qu'on va émettre, ils ont une vibration, ils ont une fréquence. Au même titre que l'intention, c'est un peu plus palpable parce qu'on peut l'entendre, on peut le sentir au niveau de la bouche. Eh bien, ça aussi, ça aura un effet. Donc, ce que tu vas faire exister dans le monde par tes mots, tu en hériteras aussi. La parole est aussi un acte. On croit que karma égale action, ça va être que ce qu'on va faire. L'acte, dans la notion de karma, c'est aussi l'invisible. C'est ce qui est avant l'action, c'est ce qui précède l'action aussi. Donc j'espère que tu comprends bien que c'est pas juste le fait de poser quelque chose sur la table ou d'agir avec ton corps, ça démarre dans l'intention et ensuite ça se produit dans la parole. Donc la parole est aussi un acte au sens karmique. Elle laisse une trace en toi et chez l'autre. Question, est-ce que mes mots créent de la clarté ou de la confusion ? Est-ce que mes mots sont là pour produire de la violence ou pour traduire une violence intérieure vers l'extérieur, pour la projeter et donc la renforcer? Ou est-ce qu'avec mes mots, justement, je viens me réguler, je viens parler d'un espace de clarté, de conscience, de justesse? Voilà, c'est à soi de se questionner. Moi, je sais que c'est un sujet que je travaille beaucoup, la parole juste, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose où on manque de maîtrise, où on est dans un monde où on parle beaucoup. Et quand on parle, c'est difficile d'être à la fois en conscience et de parler parce que l'esprit, il est à une chose à la fois. Et donc, ça nous demande vraiment une présence encore plus affinée, encore plus solide pour pouvoir être en conscience de ce qu'on va aller créer par les mots et par la parole. Et donc, on est aussi éduqué dans une société où on juge les autres, c'est plus facile de critiquer quelqu'un, de blâmer quelqu'un, de le dire. On vient aussi... parfois, ça vient créer une forme de joie ou de bien-être intérieur que de dire du mal des autres. Enfin, voilà. Donc, comment semer du karma positif par la parole au quotidien de manière concrète ? Déjà, je dirais qu'il faut, de nouveau, si on n'a pas capté l'intention, si c'est allé trop vite, hein, ça va hyper vite, c'est vraiment subtil, on peut aller voir ce qui se passe dans la parole. Hein, c'est un peu plus concret, c'est un peu plus perceptible par les sens, par les 5 sens. Donc, déjà, prendre conscience de la qualité de parole. Et on sème du karma positif quand on adopte une parole vraie, une parole juste, une parole simple. Et ça demande souvent d'aller sonder son intérieur avant d'aller parler parce que parfois on peut être pris par une émotion et puis il y a des mots qui sortent. Ça nous demande vraiment soit d'en prendre conscience rapidement pour se réfréner ou d'aller s'isoler. Et donc,
comment est-ce qu'on maintient du positif, comment est-ce qu'on ne se crée pas du karma négatif par la parole, c'est de choisir le silence, justement, quand on sent qu'on va dire du mal, qu'on va être violent dans nos paroles, qu'on va être blessant. C'est de se dire, attends, je vais me poser, je vais fermer ma bouche, je vais aller respirer un petit peu. Et quand je serai revenue à moi, à un état plus neutre, plus stable, plus calme, eh bien là, je pourrai parler d'un autre espace. Dans cette notion-là, on va aussi parler de vérité. Le mensonge est l'un des préceptes que j'ai pris dans le bouddhisme, c'est de ne pas mentir. Et donc, à l'opposé du mensonge, on vient créer du karma positif quand on dit la vérité, quand on dit les choses. Et donc, on peut aussi mettre des filtres sacrés avant de parler. Ça peut être ces 4 filtres qui sont évoqués dans le bouddhisme. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est bienveillant ? Ou est-ce le bon moment ? Parfois, on a envie de dire une vérité, mais la personne en face de nous, elle n'est pas prête à l'accueillir ou c'est pas le moment pour elle. C'est à nous de jauger aussi un petit peu et pas simplement projeter, s'exprimer parce que moi, j'ai besoin de m'exprimer. Et en face de nous, une personne qui va recevoir la parole, qui va recevoir l'énergie. Donc, 4 filtres. Est-ce vrai, utile, bienveillant, bon moment ? Et donc, on en revient à s'il n'y a pas ces critères-là, choisir le silence, c'est une parole juste. Et donc, ça évite vraiment de créer karmiquement quelque chose de négatif pour nous. Donc parler avec justesse, même brièvement, parfois vaut mieux en dire moins que trop, et dire quelque chose de juste, qui semble vraiment être la bonne chose à dire au bon moment. Savoir dire aussi la vérité sans dureté, parce que parfois on a besoin de dire la vérité. Quel cas c'est une bonne chose, mais ça peut être enrobé d'animosité. Encore une fois, là on check l'intention. C'est quoi l'intention derrière le fait de dire la vérité ? Est-ce que c'est posé ? Est-ce que c'est en paix ? Est-ce que c'est détaché ? Ou est-ce que c'est teinté en fait de jugement, d'opinion, de critique, d'avoir raison, etc. Encore une fois, personne n'est parfait et c'est un work in progress, mais au moins on met des pointeurs là pour pouvoir aller ajuster ce qui est nécessaire. Là, une parole juste aussi, vertueuse, on va dire, au sens karmique, c'est d'encourager les gens. C'est de leur dire du bien d'eux-mêmes, etc. Par contre, si on passe dans la flatterie hypocrite ou tout ce qui est dans l'ordre de la parole hypocrite, là, on tombe un peu dans le mensonge. Et dans ce cas-là, vaut mieux s'abstenir, vaut mieux se taire. Le fait de nommer ses limites aussi pour se protéger, pour prendre soin de soi, de les exprimer, de les poser par la parole, je pense que c'est très positif aussi pour soi. Et aussi le fait de dire « je ne sais pas », plutôt que de mentir et de créer une réponse, de produire une réponse pour laquelle on n'est pas sûr. Le « je ne sais pas », ça nous empêche encore une fois d'aller créer du karma négatif. Une autre manière de semer une graine de karma positif, ce serait de demander pardon sincèrement quand on n'a pas été correct. Et donc par la parole, si l'intention de demander pardon, elle est vraiment honnête, sincère à l'intérieur et qu'on vient demander pardon, ça me fait penser à Milarepa qui se rachète un petit peu, qui change de trajectoire à l'intérieur et qui accède à une forme de compréhension et peut-être de demander pardon. C'est très sincère et c'est très positif. Donc à l'opposé, comment est-ce qu'on sème du karma négatif par la parole ? J'en ai déjà parlé. Parler de manière automatique, blablater, jaser, enfin vraiment tout ce qui est parole inutile. Médire, mentir, se plaindre ou critiquer en boucle, se plaindre aussi de ses conditions de vie. Si on a une certaine notion du karma, bien sûr, encore une fois, je ne sais pas à quel niveau on est responsable, il y a forcément des facteurs autres et externes qui ne sont pas compréhensibles et qu'on ne peut pas nommer, mais se plaindre ou critiquer constamment en boucle, ça vient absolument pas améliorer les situations. Parler injustement sur soi ou les autres, même utiliser des mots difficiles sur soi-même, c'est pas du tout des bonnes graines qu'on sème pour nous-mêmes, parce que si on fait que de se rabaisser ou de s'auto-saboter, à quel moment est-ce qu'on peut être bien dans notre vie et avancer dans la vie ? Donc c'est compliqué. Évidemment, tout ce qui est violence par la parole est un acte de violence et la parole peut être violente et causer du tort, causer de la douleur, causer de la souffrance. Tout être qui a conscience, encore une fois, du karma, qui est en pleine conscience, qui cherche à améliorer son état intérieur et retrouver sa vraie nature, va s'éloigner des personnes qui sont comme ça et de ces méthodes employées à l'intérieur et aller travailler ça. On en vient à la 3e étape sur qu'est-ce qui est en jeu quand on en vient à semer du karma positif ou négatif pour soi, c'est les actions du corps. Donc ce que tu fais, répète, incarne physiquement.
Donc là, si je parlais de violence dans les mots tout à l'heure, tout ce qui concerne la violence physique, ça vient créer énormément de karma négatif. Et du coup, là, quand on parle des actes, on a compris que les actes sont aussi invisibles, subtils, énergétiques. Là, on parle des actions émises avec le corps. Et donc, le karma, il se crée pas seulement par ce que je fais, mais surtout par ce que je vais répéter dans mes actes, parce que j'entretiens. Si on entretient fréquemment des actes vertueux ou est-ce qu'on entretient des actes nuisibles. Je reprends l'exemple du moustique. Semer du karma négatif, ça aurait été avec ma main de tuer le moustique. Donc, si je reprends depuis le début, il y a l'intention de tuer qui naît à l'intérieur, l'intention de nuire à la vie. Je la sens pas, je la perçois pas, ok. Je vais peut-être avoir une parole, insulter le moustique, me plaindre, etc. Troisième, je vais aller taper dessus. Là, hop, acte karmique négatif, néfaste pour moi. Donc dans cette notion d'incarner par le corps notre état d'être et d'aller semer du karma positif, ce qui compte, c'est que l'action, elle soit bien alignée avec l'intention. Pour ça, il faut capter ses intentions. Pour ça, il faut être en pleine conscience et pas en pilote automatique. Et se poser les questions sur quel impact vont avoir mes actes, les actions du corps sur moi et sur les autres. Et de nouveau, le karma se crée aussi parce que tu refuses de faire ce à quoi tu vas renoncer, ce que tu vas réfréner. Par exemple, tu as des dents sensibles et on te propose une boisson glacée. L'acte de refuser, de dire non et de boire quelque chose d'autre, c'est pour ta sauvegarde et c'est très positif. Donc, dans l'acte, on a la notion de dire non en fait et d'avoir la possibilité de le faire, mais de choisir quelque chose d'autre. Donc, comment est-ce qu'on peut semer du karma positif par les actions du corps ? Bien, écouter son corps, respecter les signaux du corps, manger en conscience, dormir quand c'est nécessaire, bouger avec douceur, prendre soin de soi. Le corps va enregistrer une forme de respect et de présence à soi qui va être très bénéfique. On va aussi choisir la non-violence dans les gestes. Donc du coup, ça va nous demander de ne pas brusquer, de ralentir, d'agir sans précipitation et aussi de regarder les élans, les impulsions, ce qui nous vient de manière spontanée, ce qui est vraiment une habitude, genre en voiture, faire un doigt d'honneur à quelqu'un qui nous a fait une queue de poisson. Là, on est dans l'acte du corps en fait. Il peut y avoir des paroles associées, une intention associée. Je dis pas que c'est grave, mais en tout cas, ça ne vient pas semer des graines de karma positif. Par contre, avoir l'envie de faire ça dans l'intention et l'élan intérieur et de dire non, je vais juste respirer un coup et je vais pas réagir à ça. En fait, la non-réaction à l'élan, à l'impulsion qui vient d'un espace d'animosité, de colère, etc., eh bien ça, c'est très positif. Le positif via le corps vient dans le fait de traverser les inconforts quand même et de ne pas fuir les situations, de ne pas partir, de ne pas prendre ses clics et ses claques quand ça va pas, de ne pas se laisser envahir un petit peu par l'émotion du moment et agir avec le corps dans la justesse, même si c'est inconfortable. Et parfois, on sème du karma positif en se réfrénant d'une action avec le corps, du coup, et en allant justement à l'encontre de l'élan naturel qui, on croit, est naturel, mais en fait, il vient d'une habitude passée qui émerge pas nécessairement de quelque chose de bénéfique pour nous et qui émane bien souvent d'une blessure, d'un traumatisme ou d'une habitude qu'on a créée pour survivre, pour être dans le monde, pour opérer dans le monde. Et si je reprends les préceptes de base, les 5 préceptes du bouddhisme comme fondation de moralité et d'éthique humaine, on va semer du karma négatif dans nos actes dans l'instant présent quand on choisit la violence, la mauvaise conduite sexuelle aussi, le fait de s'intoxiquer. Donc par exemple, ça c'est une action par le corps, le fait de s'intoxiquer et du coup de nuire aussi à toute vie, à toute créature et à tout être vivant. Donc ces actes-là, ça vient créer du karma négatif. Donc on peut les prendre à l'inverse pour cultiver du positif, c'est ne pas tuer, ne pas avoir de mauvaise conduite sexuelle, ne pas s'intoxiquer. Maintenant qu'on a conscience des 3 manières par lesquelles on vient semer des graines de karma positives ou négatives, il nous faut un élément d'entraînement. Et l'une des clés ultimes, c'est de comprendre qu'on va
être invité à s'entraîner à la cohérence de ces 3 portes au quotidien. Et ça, j'aimerais bien introduire le concept de neuroplasticité. Le karma, il devient très puissant quand l'intention est claire, la parole est juste, l'action est alignée. Même une action minuscule devient une graine majeure et qui sera bénéfique. Encore une fois, on peut vivre des épreuves douloureuses. Si on continue moment à moment, j'insiste, tout ça, ça arrive dans l'instant présent. Là maintenant, là maintenant, là maintenant. Pas demain, pas hier, c'est maintenant. Si on continue, si on persévère, évidemment qu'à un moment donné, la roue, elle va tourner, les choses vont changer. Mais tout ceci repose sur notre capacité à changer. Et je sais que le fait de dire changer, se transformer, ça peut créer des résistances chez beaucoup de personnes. On a envie de rester comme on est, on ne sait pas comment faire, ça peut faire peur de changer. Eh bien, il y a le concept de neuroplasticité qui nous dit qu'on peut tous changer. On peut absolument tous changer et ça, c'est la science qui le dit. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça nous demande de s'entraîner, de répéter des gestes, des intentions conscientes pour façonner de nouvelles habitudes. Et c'est pas seulement une métaphore spirituelle, bien sûr que dans toute pratique spirituelle, et on peut regarder aussi les arts martiaux, il n'y a pas un mec qui devient judoka en 2 semaines, en un stage de 2 semaines. Non, ça demande des années de pratique, du temps de pratique. Donc cette notion de répéter, de s'entraîner, sur le long terme, pour ancrer de nouvelles habitudes, de nouveaux automatismes, elle est bien connue. La neuroscience moderne confirme que le cerveau se reconfigure en permanence et même à l'âge adulte. Le cerveau, il se réorganise toute la vie. Donc la neuroplasticité, elle désigne la capacité du cerveau à modifier ses connexions neuronales en réponse à l'expérience, à l'apprentissage et à la répétition d'un comportement. Ce n'est pas une théorie récente, des études montrent que même le cerveau adulte forme de nouvelles connexions et s'adapte face à des stimuli externes ou internes tout au long de la vie. Donc jamais trop tard, on peut démarrer maintenant et j'espère que ce podcast va te donner peut-être cette prise de conscience ou ce déclic pour te dire ok, je donne une nouvelle trajectoire à ma vie et je me fais du bien surtout et je viens créer du bien parce que je vais récolter ce bien. Et donc ça signifie qu'on a une capacité à apprendre, à transformer nos comportements et à adopter de nouvelles habitudes tout au long de notre vie et comme il n'arrête pas, peu importe ce qui s'est passé hier ou les instants suivants, à tout moment, on peut prendre une nouvelle direction et choisir activement, avec conscience et s'engager en fait dans cette nouvelle direction. Qu'est-ce qui fait que le cerveau, il va changer? Ça va être la répétition de quelque chose peut-être de nouveau. Donc autrement dit, plus on répète un comportement ou une manière d'être, donc plus on travaille peut-être sur la création d'intentions plus saines, de paroles plus justes et d'actions plus alignées, et bien plus on répète ce comportement, cette manière d'être, de penser, d'agir, plus le cerveau solidifie ses voies, les rendant plus accessibles et automatiques. Toutes les habitudes qu'on a créées, en effet, elles sont codées biologiquement, mais elles ne sont pas fixées pour toujours. Et justement, je trouve que c'est ça qui est magnifique dans cette vie, c'est l'opportunité en fait d'aller créer une voie pour soi. Dans la psychanalyse jungienne, on parle d'un chemin d'individuation. Comment est-ce qu'on se détache des matrices, des conditionnements dans lesquels on a grandi, notre histoire, pour aller trouver son moi profond, qui on est vraiment, et aller créer notre vie en fonction de cet être-là, et pas de qui on a dû être. Et donc, la science nous dit que oui, c'est possible, on peut changer, on peut se réencoder, on peut changer nos habitudes, on peut se transformer. Donc là, l'idée, c'est d'aller frayer un nouveau chemin dans notre paysage intérieur. Là, face à nous, il y a un chemin tout tracé, on le prend tous les jours, c'est constamment le même, c'est notre habitude. C'est peut-être inconfortable pour nous, c'est peut-être malsain pour nous, c'est peut-être pas bénéfique, mais vu que c'est sécurisé pour notre cerveau parce que c'est tout tracé, on a l'habitude, eh bien c'est le chemin qu'on va prendre. L'invitation, là, elle est de se transformer et d'aller créer un nouveau chemin. Et ça va passer par de nouvelles habitudes qu'on va construire et qui vont se construire dans nos structures cérébrales. Et du coup, au fur et à mesure, quelque chose va s'automatiser dans nos routines, dans notre manière d'être. Et du coup, ce qu'on va aller produire karmiquement dans le monde va être ajusté à ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un apprentissage, il y a un entraînement à faire. Il y a peut-être des choses à changer dans notre environnement, dans nos routines, dans nos habitudes, dans ce qu'on répète, dans nos intentions. Mais on peut rediriger, créer de nouveaux circuits en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le sujet du karma et des habitudes? Si tu as envie de creuser la neuroplasticité, tu peux aller faire tes recherches. Mais quand tu répètes consciemment une intention, un geste, une manière de répondre à autrui,
Tu ne pries pas seulement pour changer, tu incarnes le changement. Tu construis littéralement de nouvelles voies dans ton cerveau par ton intention, ta parole, ton action. Donc, par le fait d'aller regarder ça, d'aller apporter des modifs et d'aller incarner ça, concrètement, alors on ne parle pas du tout d'abstrait, on parle de travailler sur tes paroles, tes actes, tes intentions. Et bien là, on va aller créer des nouvelles voies dans ton cerveau et il va se métamorphoser en fonction de ça. Et toi, tu vas aussi, du coup, te transformer, ça va devenir une seconde nature, ça va devenir hyper naturel. C'est cet entraînement du cerveau, grâce à la répétition, à la pleine conscience, à l'intention juste, qui rend possible non seulement d'agir avec plus de compassion et de présence, mais de le faire automatiquement avec le temps. C'est-à-dire que bien évidemment, il y a une phase où c'est difficile parce que on n'a pas l'habitude, c'est pas des choses auxquelles on pensait avant, on n'en avait peut-être pas conscience, ça nous intéressait pas ou peut-être qu'on n'y croit pas. Là, on en prend conscience et à force de le répéter avec un effort, une intention, après on n'y pense plus, ça se fait tout seul, c'est comme mon épisode du moustique, j'ai pas eu à réfléchir, alors attends, il faut que je me rappelle de mon précepte, il faut que j'évite ça, il faut que je me réfrène, quel impact, etc. Dans l'instant, instantanément, boum, 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 j'ai réfréné l'action et en fait c'était terminé. J'ai pas eu besoin d'y penser, de le mentaliser, ça s'est fait parce que je me suis entraînée à ne plus le faire. Je me suis entraînée à dire non, je me suis entraînée à réagir différemment. Et c'est là où on a de la puissance. C'est là où cette vie humaine, elle est très précieuse. On peut s'entraîner à changer, à se transformer. Et on a besoin de personne pour ça. On a besoin que personne vienne le faire pour nous. On a besoin juste d'en être conscient dans l'instant présent et de rassembler nos forces, notre volonté à l'intérieur. Et de pouvoir aller moment à moment, petits actes après petits actes, transformer comment on réagit, comment on interagit avec le monde, qu'est-ce qu'on va produire dans le monde et qu'est-ce qu'on va récolter. Donc, le karma, je sais pas ce que tu en penses, moi je trouve que c'est une loi extraordinaire et ça nous redonne notre rôle de créateur, de responsable, mais ça nous demande aussi un certain lâcher-prise. Voilà, on a planté la graine, on laisse pousser, on va aussi aller cultiver en conscience, avec intention. Et notre vie va changer. C'est inévitable, on ne sait pas quand, comment, mais ça a un impact sur la vie. La bonne nouvelle, c'est qu'aussi qu'à partir de tout instant, on peut changer de trajectoire, on peut aller racheter nos dettes, on peut aller changer notre manière de faire et on peut aller produire différemment dans le monde. À chaque instant, par notre intention, notre parole et ce qu'on choisit de nourrir, ce qu'on choisit de cultiver et comment on agit avec le corps. Et on peut même créer du karma positif au cœur d'un acte imparfait, si on est en conscience, si on est honnête et ouvert à apprendre, en toute sincérité, tout peut être transmuté, tout peut être transformé, tout peut être réécrit. L'histoire, elle peut être réécrite, peu importe ton héritage, peu importe tes vies antérieures, transgénérationnelles, tout ce que tu veux, dans l'instant présent, à chaque moment, tu as un choix. Et tu as une force de transmutation. C'est pour ça qu'on est tous des alchimistes. Mais il faut prendre conscience de cette loi du karma et aller travailler avec elle et pas contre elle. Car ce n'est pas une punition, c'est une pédagogie de la conscience. Donc voir tous ces mécanismes-là, pendant ce que tu as écouté pendant ce podcast, c'est pas une invitation à juger, mais à reprendre la responsabilité de ce qu'on va semer. Et chaque instant reste un point de bascule possible. Ce qui se passe aussi quand on produit beaucoup plus, quand on sème beaucoup plus de positif, eh bien si, il y a quand même des retours de karma négatifs et ils vont être atténués, ils vont être dissipés parce qu'ils vont être noyés dans un océan de positivité. Donc ça fait que pour un même karma négatif, une personne qui continue de produire de la douleur, de la difficulté, de la violence, va se prendre des choses négatives dans la tronche. Et une personne qui, malgré ses actes, s'est mise à cultiver du positif, eh bien, va limiter les effets ou peut-être va les dissoudre, les diluer. Donc, ce qui fait que les effets des actions passées, elles deviennent souvent moins lourdes, moins violentes, plus nuancées, plus légères. En tout cas, moi, je le sens dans mon expérience où il m'arrive des choses, des épreuves douloureuses, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu atténuées. J'ai cette sensation intime à l'intérieur de moi que c'est parce que je fais de mon mieux au quotidien pour cultiver du karma positif. Simplement, ça nous demande de lâcher prise parce que la vérité, c'est qu'on ne sait pas précisément quelles sont les décisions passées et comment elles vont façonner ou comment elles façonnent notre situation actuelle. On ne peut pas le savoir précisément et comment nos choix présents vont influencer l'avenir. Donc, c'est simplement avoir la foi et être droit dans ses bottes et aligné à l'intérieur et puis
Le reste, ça peut que découler de cette énergie-là, en fait. Et donc, à tout instant, tu peux réaliser, te dire que tu es constamment en train de semer des graines de karma positives, neutres ou négatives. Qu'est-ce que tu as envie de semer davantage en prenant conscience? C'est ok si ça n'a pas été parfait, si c'est pas encore parfait. Mais là, il y a une conscience qui peut être là et se dire que tout ça, ça arrive dans le présent. À tout moment, on peut choisir de semer plus de karma positif. Et on peut s'imaginer que si au cours de la journée, on a fait ce qui était bon et juste et par bon sens, en fait, eh bien, je pense qu'on dort bien le soir. Je pense qu'on dort bien la nuit. Je pense qu'on est en paix avec soi-même. Et c'est pas peut-être ce qu'on cherche, c'est d'être en paix avec soi-même. Et donc comme toujours, pour clôturer cet épisode, je te propose un petit rituel de fin de journée pour quelques minutes, pour traverser tes intentions, tes actes et tes paroles et peut-être nettoyer un petit peu s'il y a eu du karma négatif qui a été produit ou du karma positif, de simplement prendre conscience et de rétablir les choses en étant dans la reconnaissance de notre responsabilité et puis prendre des bonnes résolutions conscientes. On n'attend pas le premier de l'année, on peut constamment prendre de bonnes résolutions à partir de l'instant présent. Donc le soir, tu peux te poser dans ton lit, tu peux même écouter cette séquence en fin de journée, sans commenter, comme un film, comme si tu regardais un film, et t'offrir un moment de clarté sur ta journée. Est-ce qu'il y a eu des moments de tension, des paroles maladroites, une intention confuse, une action maladroite, douloureuse, désagréable, blessante? Laisse émerger ce qui se présente naturellement. Et puis tu peux te dire à l'intérieur de toi, je reconnais ce qui a été, sans me fuir, sans me condamner. En conscience, je me pardonne et sincèrement pour toute intention non alignée, toute parole maladroite, tout acte ou absence d'acte qui aurait pu créer de la souffrance en moi et autour de moi, aujourd'hui consciemment ou inconsciemment. Je reconnais mes limites humaines, je choisis l'apprentissage plutôt que la culpabilité. Je choisis l'évolution au blâme. Je me remercie pour les moments de présence, pour les choix faits depuis le cœur, pour les paroles posées avec justesse, pour les actes simples qui ont nourri la vie aujourd'hui. Je reconnais aussi le bien semé aujourd'hui, je l'accueille, je le laisse grandir. Je confie ce qui a été vu à la sagesse de la vie. Je lâche le résultat. Je me repose dans la paix. Merci pour ton écoute, pour ton ouverture, pour ta présence, pour ton courage. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser quelques étoiles et n'hésite pas à entrer en contact avec moi si tu as envie de poursuivre la conversation ou si tu as besoin de ressources plus claires pour naviguer ta propre odyssée de la conscience. À très très vite.